Bonjour tout le monde, bonjour ceux qui sont présents avec nous, tous les étudiants et peut-être même il y a des parents aussi qui sont présents. Ça me fait plaisir de vous accueillir. Moi, c'est Gino Dubé, je suis enseignant en inhalothérapie au Cégep de Sherbrooke. Je sais aussi qu'il y en a peut-être qui vont regarder ce webinaire en rediffusion. Donc, ça me fait plaisir de vous rencontrer. Ceux qui sont présents aussi parmi nous, on a profité un petit peu peut-être avant de débuter, mais vous pouvez aussi aller inscrire vos commentaires dans le Zoom webinaire chat là, qui est situé dans le bas de l'écran. Donc, de nous poser vos questions ou donner certains commentaires. Et puis, on pourra y répondre à la fin de la présentation. Aussi, il ne faut pas oublier, je voulais juste vous dire aussi, ceux qui sont en rediffusion, il va y avoir possibilité aussi que je puisse répondre à vos questions. Vous allez avoir mon adresse que vous allez retrouver à la fin de la présentation. Donc, bienvenue à tout le monde. Évidemment, ce webinaire-là, je ne le ferai pas seul. Je suis accompagné de plusieurs enseignants et on a même aussi une diplômée qui va être là à la fin, qu'on a gardée pour le dessert, qui va nous présenter un petit peu son expérience de vie. Donc, c'est quoi l'inhalothérapie? Il y a bien des gens qui se posent la question, qui ne savent pas trop, mais on entend quand même parler de plus en plus récemment. Donc, il y a comme des événements de la vie présentement qui nous amènent à en entendre parler. Donc, oui, on est des gens qui vont travailler dans le milieu médical. On va travailler aussi dans une équipe en étroite collaboration avec différents spécialistes, donc que ce soit des médecins, des infirmières. Donc, toute une belle équipe médicale, toujours dans le but de soigner nos patients qui ont des problèmes cardio-respiratoires, parce que ça, c'est notre secteur d'activité. On est les spécialistes du système cardio-respiratoire. Et comme je m'amuse souvent à dire, nous autres, là, on sauve des vies. C'est ça qu'on fait dans notre travail. On est là pour réanimer des gens, pour leur donner la facilité de respirer. Donc, tu sais, quand on ne respire pas, là, on ne va pas loin. Donc, on est là, nous autres, pour sauver des vies. Évidemment, on faut être capable de vivre dans des situations d'urgence. Hein. Donc, notre travail va nous emmener des fois à répondre à des situations critiques. Ce n'est pas toujours comme ça, évidemment. Il y a des choses de planifier, mais il faut quand même avoir une capacité à gérer notre stress aussi. On va travailler inévitablement vraiment dans le monde de la santé. Là, donc, on va faire affaire avec une équipe médicale et des appareils aussi. Donc, les appareils, là, c'est vraiment quelque chose qui fait en sorte qu'on va supporter la vie des patients, on va sauver des vies avec ça. Donc, on est les spécialistes des appareils et des patients. Donc, de bien faire le lien entre les deux, c'est vraiment notre spécialité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous autres? Dans quel milieu de travail on va travailler? Donc, c'est pour ça que je vais vous présenter maintenant ma collègue Cynthia qui va nous expliquer c'est quoi les rôles et les différentes situations qu'on va rencontrer comme inhalothérapeute. Tu sais, quand tu vas être inhalo, c'est quoi tu vas faire? Aux soins intensifs, bien, je passe la parole à Cynthia qui va te l'expliquer. Merci, Gino. Alors, bonsoir tout le monde. Je m'appelle Cynthia Daudier. Je suis inhalothérapeute et maintenant enseignante en technique d'inhalothérapie. Je me trouve présentement dans un de nos laboratoires. Donc, c'est là où on va, entre autres, travailler avec nos étudiants de semaine en semaine là, pour pratiquer différentes techniques puis être de plus en plus à l'aise pour devenir un bon inhalothérapeute. Alors, moi, je vais vous parler plus en détail du champ d'activité qui est les soins intensifs. Donc, c'est là où un inhalothérapeute, lui, peut travailler. Aux soins intensifs, finalement, le rôle de l'inhalothérapeute, c'est d'évaluer la condition des patients qui sont dans un état critique. Alors, on peut penser à des patients qui ont des maladies qui touchent leur système respiratoire, entre autres la COVID-19. Donc, oui, on va traiter des patients atteints de COVID-19 dans les soins intensifs. On peut aussi traiter des patients qui sont accidentés de la route ou même qui ont subi des arrêts cardio-respiratoires. Donc, l'inhalothérapeute va être là pour installer différents appareils pour finalement là, aider à la respiration de nos patients et s'adapter là, selon leurs besoins. Alors, on va faire un suivi auprès de ces patients-là, on va surveiller leurs signes vitaux et on va ajuster nos paramètres sur nos appareils, tout ça pour finalement les aider à se rétablir le plus vite possible et à leur donner des soins qui sont de qualité.
On travaille, comme Gino l'a dit, en étroite collaboration, donc avec différents professionnels de la santé. On peut penser aux médecins, infirmiers, pharmaciens, nutritionnistes. Donc, il y en a plusieurs. Puis finalement, je pourrais dire que l'inhalothérapie, c'est vraiment un métier qui est stimulant. De jour en jour, on a toujours des imprévus qui nous arrivent. Donc, c'est vraiment pas monotone. C'est un travail vraiment, vraiment intéressant. Alors, sur ça, je vais passer la parole à Gino. Merci, Cynthia. C'est vraiment intéressant. Puis moi, c'est un de mes secteurs d'activité que j'adore. Un autre secteur d'activité où est-ce que tu vas être formé ici au Cégep de Sherbrooke, c'est pour éventuellement travailler en salle d'opération. Donc, en arrière de moi, tu peux voir, on a une bonne partie du matériel qu'il faut pour endormir les patients. Donc, on a le volet anesthésie qu'on va travailler au bloc opératoire. On va le faire en étroite collaboration, encore là, avec l'anesthésiste. On devient comme la deuxième paire de mains de l'anesthésiste pour être capable de bien endormir le patient, de bien l'anesthésier, donc soulager ses douleurs pour que le chirurgien puisse travailler avec lui. Donc, s'il y a des opérations à lui faire, évidemment, il ne faut pas que le patient ressente quoi que ce soit. Et une fois qu'il va être endormi ou qu'il va être anesthésié, donc une partie de son corps, donc on va quand même surveiller les signes vitaux. Donc, s'assurer que s'il y a des besoins particuliers, est-ce qu'il faut lui donner d'autres médicaments? Est-ce qu'il a perdu trop de sang? Est-ce qu'il faut donner d'autres solutés? Donc, on va travailler avec le médecin, nous autres, pour être capable de compenser ces besoins-là. Donc, de s'assurer que le patient va vraiment bien. Donc, vous voyez en arrière de moi, là, il y a un gros appareil, on appelle ça une table d'anesthésie. C'est l'espèce de module qui va nous permettre d'endormir le patient puis de surveiller ses signes vitaux. Donc, c'est un métier qui est quand même assez stimulant. Là. Vous allez voir, quand les patients dorment, là, où on ne sait pas trop ce qui se passe, mais quand on regarde les signes vitaux, on va comprendre assez vite. Donc, on va avoir affaire à intervenir. Donc, ça, c'est un des secteurs d'activité dans lesquels on va avoir à travailler. Bon, il y en a un autre aussi là, qui est quand même assez particulier. Donc, je vais inviter ma collègue Sophie qui va vous parler, elle. Bon, elle a un petit dada, Sophie, elle va vous en parler. Et il y a d'autres secteurs d'activité aussi qu'elle aime bien. Et évidemment, il y a des clientèles aussi qui sont quand même différentes. Donc, Sophie va nous en parler. Alors, merci beaucoup, Gino. Je me nomme Sophie Baron. Je suis inhalothérapeute à la base, maintenant enseignante en technique d'inhalothérapie au Cégep de Sherbrooke. Oui, effectivement, la clientèle est très variée dans le secteur d'inhalothérapie. Ça va aller du petit prématuré bébé, en passant par la pédiatrie, l'âge régulier, les adultes normaux, si on peut dire, et ensuite les personnes un petit peu plus âgées jusqu'à la fin de vie. Donc, on accompagne nos patients de la naissance jusqu'à la mort dans tous les secteurs. Pendant la vie, ça peut arriver souvent que tu vas voir des gens qui souffrent d'asthme, qui prennent des pompes de Ventolin, des choses comme ça. Ça relève tout du travail de l'inhalothérapeute. Pour ça, tu dois passer par la fonction respiratoire, qui est le secteur de l'inhalothérapeute qui est diagnostique. Donc, on fait passer des examens à nos patients de tous âges, sauf les prématurés, bien sûr, dans les appareils qui sont un peu comme la grosse boîte que tu vois derrière, qu'on appelle un body box. Donc, on t'apprend comment fonctionnent tous les appareils de fonction respiratoire pour être capable d'évaluer le travail respiratoire de chacun des patients qui vont se présenter en clinique pour te rencontrer et passer les examens de fonction respiratoire. Donc, avec ça, on apprend toute la théorie, tous les tests, il y en a plusieurs. Et c'est un secteur qui est quand même très achalandé là, pour suivre les pathologies respiratoires des gens. L'autre petit dada que j'ai, comme Gino dit, moi, je m'occupe beaucoup de la néonatologie et de la pédiatrie. J'ai travaillé longtemps dans ce secteur-là et maintenant, via le Cégep, je peux me permettre de l'enseigner, de vous passer ma passion pour les bébés et la pédiatrie. On a plusieurs mannequins, comme vous pouvez voir derrière moi. Il y a un petit bébé prématuré, un bébé à terme, tous les appareils qui vont servir pour maintenir ces bébés-là en vie parce que l'inhalothérapeute doit être présent sur les naissances qui sont plus compliquées, les naissances des prématurés. Donc, on est vraiment actuel dans notre travail. On va changer de secteur régulièrement et puis la clientèle est très variée. Donc, tu ne t'ennuies jamais en inhalothérapie.
selon tes goûts, tu peux adapter ton travail dans le secteur qui te plaît le plus. Alors, dépêche-toi de venir étudier avec nous à Sherbrooke. Parole, Gino. Bien, merci, Sophie. Évidemment, je pense qu'on a un grand rôle à jouer auprès de ces petits bébés-là là, qui vont devenir des grandes personnes. Donc, on a un rôle important à jouer. Bien, je te remercie, Sophie. Maintenant, en tant qu'étudiant, vous allez avoir affaire à apprendre ici dans nos locaux, aussi au Cégep. Mais il y a d'autres locaux qui sont quand même assez particuliers que je vais quand même laisser ma collègue Guylaine qui va vous présenter les différents lieux qu'on va utiliser pour vous former afin de devenir, évidemment, des bons inhalothérapeutes. Donc, je laisse la parole à Guylaine. Merci, Gino. Oui, je m'appelle Guylaine et je me trouve présentement au centre de simulation du Cégep de Sherbrooke. Alors, la simulation clinique fait partie de la formation inhalothérapie. Pourquoi on vient ici? Parce qu'après avoir pratiqué en laboratoire avec des mannequins de basse fidélité, tu vas travailler avec des mannequins de haute fidélité. Pourquoi on les appelle comme ça? C'est parce qu'ils font plein de choses. Je te présente Lucina qui est derrière moi avec son petit bébé, Luna. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Lucina est capable de parler, on peut entendre des bruits respiratoires, on peut lui donner des solutés, on peut même lui installer un tube là, pour l'aider à respirer. Dans le fond, tu viens ici pratiquer des choses que tu as appris en laboratoire pour te préparer en stage. Ici, tu vas faire des gestes dans des situations où tu vas être exposé dans le milieu clinique. Alors, tu vois, ça ressemble beaucoup à une chambre d'hôpital, mais on va te modifier l'environnement. On veut vraiment que tu pratiques dans un milieu le plus réel possible. Alors, tu vas travailler en bloc opératoire, tu vas aller aux soins intensifs, à l'urgence. Bref, les mannequins peuvent faire plein de choses parce que, tu vois, on a des mannequins adultes, on en a de pédiatrie, puis tu vas même travailler avec des petits nourrissons. Alors, plusieurs environnements, plusieurs mannequins, on va te faire des situations réelles. Donc, quand tu vas arriver en stage, tu vas être préparé, tu vas être prêt à intervenir auprès des patients. Et en plus, tu vas gagner en confiance. Écoute, j'ai juste un petit peu de temps pour te parler du centre de simulation, mais c'est très stimulant. J'espère juste avoir donné le goût d'être en action pour mieux apprendre, puis j'ai hâte de te rencontrer. Salut! Hey, Guylaine, là, tu m'en parles, tu m'en donnes des frissons. J'ai hâte d'y aller. Là. Je sais que j'y vais quand même à l'occasion, mais c'est stimulant. Puis en plus, c'est ça, tu l'as dit, là, c'est que c'est vraiment là. J'ai juste sur le bord de la réalité. Là. Donc, on se pratique, puis après ça, on se rend à l'hôpital. Voilà. En tout cas, je te dis que je trouve ça bien intéressant. En plus, pour former l'inhalothérapeute, là, évidemment, là, on te parle des choses qui sont quand même assez spécifiques. Il y a quand même d'autres enseignants, il y a d'autres disciplines qui sont autour des cours spécifiques que nous, on va donner. Donc, je vais passer la parole à mon collègue Jean-Christophe qui, lui, va vous parler un petit peu des spécificités des disciplines qui nous entourent. Puis, évidemment, pour les différents détails, là, je vous reviendrai là-dessus un peu plus tard. Donc, je passe la parole à Jean-Christophe. Merci, Gino. Oui, mon nom, c'est Jean-Christophe. Je suis enseignant en biologie. Je fais partie des disciplines contributives. C'est quoi une discipline contributive? Bien, essentiellement, c'est des disciplines qui vont travailler de concert avec le département d'inhalothérapie. Entre autres, tu vas avoir des cours de chimie, de biochimie. Moi, c'est de la biologie. Tu auras 3 cours pendant ta première année, donc 2 cours d'anatomie et physiologie que tu vas faire avec moi, et un cours de microbiologie. Rapidement, microbiologie, on est présentement en pandémie, c'est un virus qui nous infecte. Bien, tu vas apprendre justement des pathologies, donc des maladies qui sont reliées au système respiratoire. En anatomie et en physiologie, on va regarder essentiellement les systèmes, on va les expliquer, les systèmes qui te composent, en faisant une note particulière sur les systèmes cardio-pulmonaires. Donc, on regarde l'anatomie et le fonctionnement du système cardio-pulmonaire. Ça va donner du vocabulaire beaucoup aussi parce que, comme on le disait au tout début, tu vas faire partie d'équipes médicales, donc tu vas devoir parler à des professionnels. Et on te prépare ici en biologie à tes cours techniques par la suite. Donc, tu vas meubler donc les autres cours sur notre cours de base. On fait également quelques petits ateliers avec des profs en inhalothérapie. Alors voilà, ça fait un peu le topo. J'espère te voir aussi.
À toi, Gino. Ben, merci Jean-Christophe, c'est bien gentil, évidemment. Jean-Christophe, en plus, lui, a l'avantage d'être pas tellement loin de notre département. Donc, c'est le genre de gars qu'on va croiser régulièrement. Puis, les intimes, ça finit qu'on l'appelle GC, fait que vous aurez déjà connu son petit nom. Donc, ça, c'est bien beau tout ça, là, mais au cégep de Sherbrooke, comme dans les autres cégeps, donc dans la formation collégiale, quand tu vas venir ici, on va former aussi comme être humain. On va te former comme une personne complète. Donc, pour ça, il y a la formation générale qui va vraiment contribuer à ça. Et avec nous, on a Sylvain qui va nous parler de la contribution de la formation générale pour développer l'inhalothérapeute que tu vas devenir. Donc, à toi, Sylvain. Merci, Gino. Bonsoir tout le monde. Donc, mon nom est Charbonneau Sylvain. Je suis là pour représenter la formation générale qui est plus ou moins les cours obligatoires, c'est-à-dire que les cours que tous les étudiants, peu importe la discipline dans laquelle ils sont, vont croiser au cours de leur parcours au cégep. Il y a 4 cours obligatoires. Il y a un premier bloc, les cours d'anglais, qui se résume à 2 cours. Bon, évidemment, je n'ai pas besoin de vous faire un topo sur l'importance de l'anglais. On est une région qui compte, beaucoup d'anglophones. C'est aussi parfois la langue de communication des allophones. Donc, vous avez besoin de communiquer avec eux. Vous êtes dans le milieu de la santé, donc c'est bien de connaître quelques mots au moins. Il y a aussi les cours d'éducation physique. Il y en a 3. Il y a des cours théoriques. Il y a des cours qui mettent l'accent sur les saines habitudes de vie. Vous allez découvrir des sports aussi. C'est assez complet. Vous allez être dans le milieu de la santé. Je le répète, c'est bien de donner l'exemple. Donc, je repense spontanément aux saines habitudes de vie. Il va y avoir des cours de philosophie. Vous en aurez 3. Évidemment, quand on pense à philosophie, on pense aux grandes questions existentielles, aux questions fondamentales, mais il y a aussi un volet qui permet de développer l'esprit critique et qui soulève souvent des questions d'éthique qui peuvent vous confronter, encore une fois, avec le milieu de la santé. Et il y a le quatrième bloc, de la formation générale, c'est les cours de littérature et communication. On les appelle aussi les cours de français, mais de plus en plus, on parle de littérature et communication. Là, vous allez toucher, bon, évidemment, vous travaillez avec des gens. Là, vous allez toucher à la littérature, mais souvent, les professeurs, dont moi, je suis un professeur de français, on va essayer de choisir des textes qui, quelque part, vont vous confronter, c'est-à-dire pour lesquels vous devrez donner une opinion, vous devrez prendre position. Et à travers, donc, ces personnages de papier, vous avez d'une certaine façon un contact avec les vraies personnes que vous allez croiser lors de votre pratique. Évidemment, il y a le volet français parce que c'est bien d'écrire des rapports, mais c'est bien qu'ils soient bien écrits aussi. Et si je peux me permettre, avant de conclure, j'ai une affection particulière, moi, pour les gens d'inhalothérapie parce que depuis 5 ans, je suis asthmatique et c'est grâce à eux si je peux encore faire du vélo et que je peux encore faire du sport et que je suis là pour vous parler aujourd'hui. À toi, Gino. Ben, merci Sylvain de ce petit témoignage-là. Puis je tiens vraiment à le dire que la contribution de Sylvain et de la formation générale dans l'être humain, dans l'inhalothérapeute que tu deviens, elle est très importante. Justement, pour nous parler de ça, de l'inhalothérapeute que tu deviens, on a pris la peine quand même d'inviter une récente diplômée qui va nous parler de son expérience au cégep de Sherbrooke et puis où est-ce qu'elle est rendue aujourd'hui puis pourquoi elle est venue au cégep de Sherbrooke. Donc, je vous présente Jennifer. Donc, Jennifer, à toi maintenant de nous parler. Merci Gino. Bonjour à tous. Moi, c'est Jennifer. J'ai gradué du cégep de Sherbrooke il y a environ 3 ans. Ensuite, j'ai fait un certificat à l'université en inhalothérapie. Présentement, je travaille à l'hôpital Sacré-Cœur de Montréal, qui est un centre spécialisé en traumatologie. Donc, beaucoup d'adrénaline, beaucoup de plaisir. Je travaille principalement dans les secteurs dont la salle d'opération, les soins critiques, l'urgence, l'unité de blessés médulaires et l'unité de naissance, donc avec les petits bébés. Donc, c'est pas mal qu'est-ce que l'inhalothérapeute dans un hôpital va faire en général. Pourquoi j'ai choisi inhalothérapeute? Moi, à la base, je voulais aller dans un domaine de la santé sans savoir vraiment dans quelle branche aller. J'avais complété mes sciences nature. Ensuite, je suis allée voir l'orienteur pour m'orienter dans quelle branche, justement. Puis, elle m'avait parlé de l'inhalothérapeute.
Qu'est-ce que ça mange en hiver? J'en avais aucune idée. Donc, j'ai fait mes petites recherches, puis je me suis inscrite au Cégep de Sherbrooke, justement, que j'ai complété ma formation, que j'ai adorée. Ce que j'ai aimé de la formation en général, c'est qu'on est entouré, vu que c'est une technique, on est entouré de personnes avec les mêmes intérêts, autant que tes collègues de classe, que tes enseignants, que toute l'équipe d'apprentissage. Ça crée une ambiance vraiment agréable pour apprendre. Aussi, le fonctionnement de la technique, que ça dure 3 ans ou 4 ans, on peut l'extendre jusqu'à 4 ans, est super bien organisée. On commence à la base, donc on l'a vu tantôt, tous les cours de base, biochimie, chimie, biologie, c'est vraiment la première année. Ensuite, ça continue la deuxième année, ça introduit une nanothérapie, les centres de simulation, pour ensuite venir à 1 an de stage. Donc, on est super bien encadré, puis on est prêt à travailler en sortant de la technique. La formation m'a vraiment apporté un sens de la responsabilité auprès des patients, auprès des autres. Aussi, j'ai développé un sens d'esprit critique, un gros bon sens que je n'avais pas avant. Bon, ben, merci Jennifer. Oui, un grand sens critique. Évidemment, ça fait partie de la formation, mais quand tu es pris aux soins intensifs ou au bloc opératoire, tu as affaire à faire travailler ton ciboulot assez rapidement pour être capable d'intervenir. Hein? Donc, merci Jennifer de ce beau témoignage-là. Puis même à ça, je voudrais rajouter, je pense même que tu étais un athlète quand même assez intéressé par les sports quand tu étais au Cégep de Sherbrooke. Hein? Oui, en effet, j'ai fait plusieurs sports, en fait. J'ai fait l'équipe de natation, l'équipe de cross-country et des fois, une année, j'ai fait les deux en même temps. C'est un must. C'est une belle expérience. Ben, très bien. Puis je pense que ça te reste encore aujourd'hui, comme je dis souvent, un esprit sain dans un corps sain. Merci, Jennifer. Évidemment, pour rentrer au Cégep de Sherbrooke en inhalothérapie, il y a des préalables. Donc, c'est les préalables, je vous dirais, des préalables des sciences qu'on va retrouver. Donc, il y a les technico-sciences de secondaire 4 ou les sciences naturelles de 4e secondaire. Il y a aussi les mathématiques de 436. Là. Et puis, il y a évidemment la chimie de 5 ou la chimie 534 et les sciences physiques de 436 qui sont demandées. Parce que oui, inévitablement, c'est un secteur d'activité qui, on travaille avec le milieu des sciences. Donc, c'est pour ça que ce sont des préalables qui sont importants. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si, en tout cas, c'est quelque chose qui vous intéresse, là, mais je vous recommande quand même d'aller vous inscrire. Il va y avoir éventuellement des rencontres découvertes qui vont avoir lieu au mois de février. Donc, ça va être à ce moment-là un bon moment pour toi de venir nous rencontrer, nous poser des questions encore plus spécifiques. Et puis, ça va être à ce moment-là que tu vas pouvoir même visiter les lieux, rencontrer les enseignants. Donc, un moment quand même assez intéressant. J'ai vu quand même passer quelques questions dans le chatroom. Je ne sais pas, Sophie, s'il y en a quelques-unes que tu as ciblées, à lesquelles on pourrait répondre. Oui, effectivement. J'ai quelqu'un qui nous demandait présentement en période de COVID, comment on fonctionne, nous? Est-ce que toutes les cours sont en ligne ou si on a des cours au cégep? Je peux même me permettre de répondre à celle-là si vous me permettez. La majorité de nos cours qui sont plutôt théoriques se donnent en ligne via Zoom dans cette période-ci. Par contre, tout ce qui est laboratoire, manipulation de matériel, on continue d'avoir accès à nos laboratoires, au centre de simulation aussi. C'est sûr qu'on a des protocoles à suivre, mais quand même, on peut continuer d'avancer dans notre technique là, sans trop prendre de recul à cause du COVID. Oui, effectivement. J'en ai vu passer une autre, Sophie, si tu permets, pendant que tu regardes peut-être d'autres questions. Là. Il y a une personne qui nous demande, y a-t-il vraiment un code vestimentaire pour les étudiants? Donc, nous autres, ici, dans les principaux laboratoires et en classe, il n'y a pas de code vestimentaire, à part ceux habituellement reconnus, même chez McDonald's. Mais quand vient le temps d'aller au centre de simulation, le centre de simulation, Guylaine, c'est quoi les particularités de la tenue vestimentaire? Bien, écoute, Gino, le code vestimentaire, si on se retrouve dans un milieu où on veut que ça ressemble le plus au milieu clinique, bien, l'uniforme est exigé. Alors, quand tu vas venir en simulation, tu vas devoir porter l'uniforme, apporter ton stéto pour vraiment te sentir comme un vrai inhalothérapeute.
Oui, parce que là, on ne fait pas vraiment assemblant là, quand on est au centre de simulation. Hein. Donc, on fait le vrai travail. Donc, il faut avoir l'attitude, l'habillement, le comportement. Parce que, comme Guylaine a mentionné tantôt, quand c'est le temps de sculpter, là, ben, ça te prend ton matériel pour entendre des bruits pulmonaires. Donc, on va avoir besoin de ça. Excellent. Merci, Guylaine. Sophie. J'avais une autre petite question que j'avais vue passer aussi, que peut-être que je pourrais relancer à Jean-Christophe. Qui nous demandait si j'aime pas la chimie, est-ce que c'est un bon métier pour moi, l'inhalothérapie? La chimie va être quand même une base pour certaines compréhensions en général. Comme tu vois dans tes préalables, là, ça te prend de la chimie, donc tu as une petite idée de ce que ça va te prendre justement pour être ici. Tu ne fais pas que de la chimie, on s'entend quand tu viens en inhalothérapie, mais ça te prend quand même une certaine base ou une certaine connaissance là-dessus, mais on ne t'entraîne pas quand même à être un chimiste à la fin. Parfait. Donc, oui, la chimie fait partie du cours, mais ce n'est pas, tu n'es pas obligé d'être chimiste, effectivement, pour devenir inhalothérapeute. Un coup que tu as compris les bonnes bases, après ça, tu peux continuer d'avancer. J'avais une autre question, peut-être pour Jennifer cette fois-là. On me demande quels sont les avantages de poursuivre le certificat à l'université après la technique? Les avantages, c'est que quand tu finis le certificat en tant que tel, tu n'as pas, comme les infirmières, tu n'as pas un bac, tu n'as pas un titre plus que les autres. Par contre, le certificat va donner des vraiment belles connaissances au niveau de ta pratique que tu peux appliquer directement après avoir suivi le cours. Donc, l'avantage, c'est que tu deviens un inhalo encore meilleur que tu pourrais être. Déjà, ta technique est très bonne quand tu sors de l'école, mais c'est la petite cerise au sundae au niveau des connaissances. Puis aussi, après avoir terminé ton certificat, tu augmentes de 2 échelons salariales, ce qui paraît aussi. Merci, Jennifer. Bienvenue. Si je continue avec les questions que j'avais aussi, on me demande, parmi les secteurs qu'on voit le plus en inhalothérapie, lequel est le plus achalandé? Est-ce que c'est égal dans tous les secteurs ou il y a des secteurs qui sont plus demandés que d'autres? Est-ce qu'il y a plus d'inhalothérapeutes dans un secteur ou dans l'autre? Peut-être Cynthia pourrait nous aider là-dessus. Oui, Sophie. Alors, tout va dépendre finalement de l'endroit où on décide d'aller travailler. L'inhalothérapeute peut aller travailler vraiment dans différents centres, peut aller travailler plus au privé, plus dans des centres hospitaliers. C'est vraiment variable. Selon les centres où on travaille, il y a souvent des inhalothérapeutes qui sont plus dédiés à certains secteurs d'activité que d'autres, mais c'est quand même assez partagé, là, la proportion d'inhalothérapeutes dans chaque secteur. Effectivement, c'est sûr que chaque hôpital a des urgences, des étages, donc c'est des secteurs qui vont être très demandants. Par contre, des soins critiques, il peut y en avoir aussi, mais de différents niveaux. Comme Jennifer à Sacré-Cœur, c'est beaucoup plus avancé que dans un centre tertiaire en région. La néonatologie peut être un peu spécifique aussi à Sainte-Justine, exemple. Donc, c'est difficile de dire les proportions en tant que telles, mais les inhalothérapeutes se retrouvent dans plusieurs secteurs là, en bonne quantité. Si tu te permets, Sophie, j'en ai vu une passer. Là. Je ne sais pas si tu l'as vu, celle-là, là, mais il y a un étudiant il y a quelqu'un qui demande si tu possible de travailler à l'hôpital en même temps que d'étudier en inhalothérapie. Celle-là, justement, j'ai été contacté cette semaine par un employeur et puis l'employeur, il voulait avoir des étudiants dès leur début de leur formation collégiale en inhalo pour être capable déjà de les introduire dans l'hôpital. Donc, dès le début, ils puissent connaître, se familiariser avec l'environnement, la relation avec les patients, la relation avec les médecins et le personnel. Donc, ça fait en sorte même que c'est quasiment un avantage aussi que tu vas avoir de travailler à l'hôpital en même temps.
Donc, éventuellement, même, il y a même possibilité de travailler dans le secteur d'inhalothérapie. Après ta deuxième année, là, il y a déjà possibilité de travailler à l'intérieur du secteur d'inhalothérapie pour faire certaines tâches qui vont éventuellement te préparer davantage à ton rôle d'inhalothérapeute. J'ai une autre question intéressante ici qu'on pourrait très bien relancer à Jennifer, qui concerne les horaires de travail. Est-ce difficile d'avoir un horaire stable? Je pense que ça dépend vraiment des hôpitaux. Dans mon hôpital, vu que les perspectives d'emploi, justement, je vais répondre à une des questions, sont super élevées, le taux de placement est de 100%. Dans mon hôpital, qui est quand même un gros hôpital, nos nouveaux de cette année, ils ont eu des temps pleins jour-soir, direct en partant. C'est sûr que dans tous les hôpitaux, les inhalos au général, c'est-à-dire qu'ils vont faire des soins critiques urgences, vont travailler une fin de semaine sur 2. Ça, c'est pas mal de même partout. Sinon, est-ce que ça va être stable? Je pense que de mon côté, de mon expérience, c'est relativement stable. Comme moi, par exemple, j'ai un temps plein de nuit. Donc, moi, j'ai demandé à faire toutes mes nuits collées pour avoir une stretch de congé. C'est comme ça que je fonctionne, puis c'est comme ça que j'aime ça. Je sais qu'il y a quelques-uns de mes collègues qui travaillent de soir, qu'eux, ils préfèrent y aller par travailler de 4 jours, avoir 2 jours de congé, etc. Fait que je pense que c'est de vérifier avec l'employeur, mais c'est... Absolument, le monde sont ouverts parce que, justement, ils veulent te recruter, là. Merci, Jennifer. Je pense que c'est très bien expliqué par rapport à ce que les gens vont avoir à vivre, mais attendez-vous pas à faire du 8 à 4 du lundi au vendredi en partant. Ça, c'est pas mal impossible. Si vous pensez à un travail comme ça, vous ne serez pas dans tous les milieux de la santé. Ça va être comme ça partout. J'ai une petite question ici qui parle du cheminement après la technique. Bon, après la technique, c'est sûr qu'il y a une échelle salariale que vous allez atteindre. Ensuite de ça, il y a les certificats que vous pouvez faire à l'université. Il y a des formations qu'on doit faire qui sont demandées par notre ordre professionnel, qui est l'OPIC. Il y a aussi, vous pourriez aller travailler au privé après la technique, si vous ne voulez pas aller dans le milieu hospitalier. Vous pouvez très bien venir travailler aussi dans les maisons d'enseignement avec nous autres, certainement. Donc, il n'y a pas de bac ou quoi que ce soit pour le moment que vous pourriez avoir après une technique. Par contre, il y a plusieurs petits chemins, monter en grade, devenir chef de département ou des choses comme ça au fur et à mesure que votre technique avance, que votre vie professionnelle avance, désolé. Pour faire autre chose qu'être juste inhalothérapeute de base. C'est vraiment un choix que vous pourriez faire. Les stages sont-ils affectés par le COVID? Ils l'ont été au début. Présentement, tous nos stagiaires sont en stage dans les centres hospitaliers sans problème. Il y a des protections supplémentaires qui sont faites, mais on continue d'avancer malgré la zone rouge et le COVID. Il ne devrait pas y avoir de retard là, au niveau de la diplomation. Et puis là, on même en plus là-dessus, notre temps, là. Oui, vas-y. OK. Non, c'est qu'effectivement, oui, au début, ça a été problématique, mais à quelque part, vous savez, vous allez être appelé éventuellement à travailler avec des cas COVID. Donc, on s'est dit, non, on n'a pas le choix, ça fait partie de la formation. Vous êtes exposé en centre de stage à des cas COVID, donc les stages ne sont pas arrêtés du tout. Ça fait partie de l'expérience et de la formation, donc ça va toujours être poursuivi, là. Merci, Sophie. J'ai une question qui est revenue quelques fois là, par rapport aux étudiants internationaux. Oui, mais comme Gino en parlait au début, il faudrait passer par l'aide pédagogique pour qu'elle vous donne un cheminement spécifique selon ce que vous avez déjà comme crédit ou comme éducation pour pouvoir procéder là, à vous enregistrer dans la technique d'inhalothérapie. Vous allez voir à la fin, on va vous mettre toutes les adresses pour nous rejoindre. Soit aller visionner la conférence de ce soir, le webinaire, soit l'adresse pour rejoindre l'aide pédagogique ou soit l'adresse de Gino personnellement pour des questions un petit peu plus spécifiques. Je laisse la parole, Gino. Parfait. Oui, aussi, en plus, l'ordre professionnel pour les étudiants internationaux là, peuvent même vous guider dans les types de cours qui peuvent vous être crédités aussi, là, qui vont vous aider à savoir quels cours que vous devriez suivre ici au Cégep de Sherbrooke.
J'en vais passer une autre. Est-ce qu'il y a plusieurs heures par semaine de cours? Oui, effectivement, c'est quand même une technique qui est quand même assez chargée, on ne se le cachera pas, là. Donc, pour les étudiants qui arrivent directement du secondaire, effectivement, que 28, 30, 32 heures de cours, c'est quand même un parcours qui est quand même assez régulier qu'on va rencontrer. Donc, attendez-vous à travailler. C'est sûr que no pain, no gain, comme on dit, là, mais faites-vous-en pas. Comme Jennifer le mentionnait tantôt, entre collègues, il y a quand même beaucoup de collaboration qui se fait, puis les enseignants sont disponibles aussi. Donc, on a quand même beaucoup de moyens de communication qui est là pour vous aider. Puis, le tout en tant que tel aussi, là, je vois une autre question, j'en profite, Sophie, pour répondre. Les coûts liés là, à la formation technique, vous savez, l'inscription au collège est quand même assez peu dispendieuse si on compare à l'université, mais à part les coûts des livres et tout, du simple matériel, donc ce n'est pas quelque chose que je considère qui est quand même très dispendieux. Donc, oui, il y a quelques centaines de dollars, évidemment, pour acheter les documents et les livres, mais c'est quand même un investissement que vous allez faire, un investissement qui va vous rapporter pendant 30, 35 ans de carrière. Donc, c'est à vous de choisir où vous voulez mettre les sous à la bonne place, mais je pense que c'est un bon investissement. J'en aurais peut-être une autre, moi, par exemple, là, que je pense que je m'entraîne avec Guylaine. Je sais que c'est quelque chose qui arrive quand même des fois, là, mais Guylaine, les stages, là, où est-ce qu'on fait ça, là, les fameux stages? OK, Gino. Alors, les stages se font dans la 3e année de la formation de notre technique. Où vont se faire les stages, pardon? Ils vont se faire dans la région, majoritairement, parce que les centres, les milieux cliniques nous offrent tous les champs d'activité là, qui sont nécessaires à bien te former comme inhalothérapeute. Par contre, on peut s'éloigner un petit peu de Sherbrooke, dans le fond. On peut se rendre là, jusqu'à Saint-Hyacinthe, peut-être même certains iront jusqu'à Montréal, mais majoritairement, tous tes stages vont se faire dans la région. L'horaire de stage, ça ressemble à celui de l'inhalothérapeute, c'est-à-dire que tu vas aller en stage de jour, de soir et peut-être même de nuit. Évidemment, on priorise le jour et le soir parce que c'est plus facile du côté pédagogique, hein, plus facile de se concentrer que la nuit parce qu'habituellement, on fait dodo. Mais sinon, écoute, il faut que tu t'attendes à aller un petit peu à l'extérieur, mais également à en faire dans la région de Sherbrooke. Merci, Guylaine. Effectivement, il y a plusieurs centres hospitaliers dans la région, donc on les préconise, mais oui, on peut aller ailleurs. Très bien. J'ai peut-être une autre question qui est venue tantôt ou qui arrive à l'occasion. Les perspectives d'emploi, c'est quoi? Jennifer nous l'a mentionné tantôt. Là. Elle n'a pas eu du tout de difficulté à se trouver un emploi. La demande est trop grande pour les capacités de formation qu'on a encore pour l'instant. On serait capable d'en prendre plus d'étudiants aussi, là, on ne le cache pas, là. Mais oui, la demande est très, très forte. Donc, rassurez-vous, il y a tellement de secteurs d'activité aussi en explosion. Donc, la médecine se développe de plus en plus et on est appelé à couvrir de plus en plus de secteurs d'activité. Il y en a un, on a entreparlé, là, mais vous avez entendu parler de l'apnée du sommeil, donc les gens qui ont des troubles du sommeil. Donc, ça fait partie quand même des secteurs d'activité qui sont en explosion. Donc, ça fait partie des secteurs où est-ce que la demande est très, très forte. Donc, rassurez-vous, il y a du travail qui vous attend. Je te laisse la parole, Sophie. Il y a quelqu'un qui nous demande ici s'il y a beaucoup d'échecs dans la technique. Est-ce que c'est difficile ou la plupart graduent? On en a parlé un petit peu tantôt. C'est sûr que ce n'est pas une technique où est-ce que tu dois passer toutes tes soirées à partager un verre de bière avec des copains sans étudier. Tu y as droit la fin de semaine, un petit peu, c'est certain. Il faut s'amuser dans la vie. Je n'ai rien contre ça, sauf que le résultat va aller avec l'effort que tu vas mettre pendant tes cours puis pendant ta technique. On est toujours là en tant qu'enseignant. Nous, on fait notre possible dans tous les secteurs, que ce soit en contributif, en général ou en technique d'inhalothérapie. On va essayer de t'apporter tous les moyens qu'il faut pour réussir. Oui, malheureusement, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'échec. C'est des choses qui peuvent arriver. Peut-être que la personne avait des problèmes à régler autrement puis que ça a donné que ça n'allait pas bien dans la technique parmi ce temps-là. Mais nous, notre but, c'est vraiment
d'apporter la réussite, que tu puisses avoir ton DEC puis aller travailler par la suite. Donc, on fait tout ce qu'on peut pour aider autant que possible. On me demande aussi au travail en recherche. Oui, il y a des inhalothérapeutes qui travaillent dans le secteur de la recherche. C'est sûr que c'est moins en terminant ton DEC parce que ça prend un petit peu d'expérience pour aller dans ce secteur-là. Mais effectivement, il y a des inhalothérapeutes en recherche qui vont aider, travailler en équipe avec les médecins pour développer des nouveaux respirateurs, pour chercher des nouveaux traitements qui pourraient être appliqués à toute notre clientèle pour faire avancer la technologie. Ça, c'est certain qu'on pourrait se retrouver dans ce secteur-là. Est-ce que la technique est contingentée? C'est sûr que ça va aller certainement selon... il y a quelqu'un qui me parlait tantôt un petit peu aussi des notes. Est-ce que la moyenne générale est importante? C'est certain que, comme dans tous les cours au cégep, plus que ta note de moyenne générale est élevée, plus que tu vas passer dans les premiers choix quand que la classification des gens qui entrent au cégep va être faite. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que c'est contingenté? Il y a beaucoup de demandes. C'est sûr qu'à un moment donné, on ne peut pas accepter tout le monde non plus. Il y a un triage qui est fait. Il y a plusieurs tours qui sont offerts pour l'inscription. Si ça ne marche pas au premier tour, tu peux continuer au deuxième tour, au troisième tour, si c'est vraiment ça que tu veux faire. Il n'y a aucun problème avec ça. Mais c'est sûr que plus ta moyenne est bonne, surtout dans les sciences, plus ça va être facile d'entrer avec nous au cégep. C'est sûr que tu as toujours moyen de passer par une passerelle ou faire des cours de base avant pour te faciliter la période 3 ans de technique en inhalothérapie. Il y a plein de trucs. L'aide pédagogique peut t'aider beaucoup là-dedans pour te donner vraiment qu'est-ce que tu dois faire comme cheminement pour réussir tes cours d'inhalothérapie. Est-ce que, Gino, tu vois autre chose? Ça continue de rentrer les questions. Bon, ben, j'en vois quelques-unes. Donc, c'est quand même des étudiants qui se demandent jusqu'à quel point, des fois, ils peuvent être crédités de certains cours parce qu'ils ont eu d'autres formations préalables. Je vous dirais, ça, c'est évidemment à notre collègue, notre conseillère pédagogique, là, donc Mme Verlane, qui va être là pour vous aider. Donc, on va vous montrer son adresse dans quelques instants. Puis, vous allez voir que c'est elle qui va vous aider à faire le bon choix et s'assurer que vous puissiez être sélectionné, là. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il y a quelqu'un ici au cégep qui va vous aider à faire votre entrée au cégep. Et puis, évidemment, si vous avez de la formation générale de fait, ben, regardez, c'est sûr que ça va être plus simple. Là, votre formation va être allégée, mais ça fait quand même partie des choses qui sont quand même réalisables. Donc, faites-vous-en pas avec ça. Là, comme Sophie le mentionnait, on est là pour vous aider. Excusez. Oui, vas-y, Sophie, je te laisse la parole. Il y a quelqu'un qui disait aussi qu'il est nul en chimie. Est-ce que c'est une bonne idée? Bon, tu me demandes si tu peux faire des cours d'été pour te rattraper. C'est sûr que les cours d'été, ça peut fonctionner. C'est sûr que ça te prend la note de passage en chimie, puis c'est sûr que tu devras réussir ta chimie pour réussir à avoir ton DEC. Donc, si tu veux vraiment faire ça, tu peux te préparer, tu peux aller chercher de la formation supplémentaire en chimie pour approfondir tes connaissances. Et puis, après ça, te lancer dans la technique pour être capable de le faire. C'est certain que la chimie, on n'a pas le choix, il faut passer par là. Puis, il y en a une qui vient me chercher un petit peu plus ici. Si je veux travailler en néonat, comment je décide? Comment je décide? C'est sûr que tu dois, premièrement, être engagé dans un centre où est-ce qu'il y a de la néonatologie. Donc, premièrement, c'est très important. Par la suite, souvent, ça va aller par formation offerte. Donc, on va te dire, est-ce que toi, ton champ d'expertise, tu préfères aller plus vers la fonction respiratoire, le bloc opératoire, l'anesthésie, la néonatologie? Et puis là, selon tes désirs, tu pourras dire, moi, je préférerais faire de la néonatologie. Donc, on va te former spécifiquement en néonatologie. C'est sûr que quand on parle de naissance pédiatrie de base, pratiquement tous les centres hospitaliers du Québec en ont. C'est moins spécifique que la néonatologie, mais quand même, tu as accès aux nourrissons, aux accouchements et à la pédiatrie. Si tu veux te spécialiser, tu peux venir ici au CHU à Sherbrooke ou dans les grands centres dans Montréal ou dans Québec pour faire de la néonatologie précisément.
Oui, mais c'est super, ça, Sophie. En tout cas, c'est évidemment qu'il faut passer par le processus quand même là, pour devenir inhalothérapeute, mais après ça, tu vas pouvoir décider quand tu vas être rendu dans le centre hospitalier. Sophie, je te demanderais peut-être de nous présenter la slide suivante là, qui nous donne les différentes coordonnées. Donc, c'est là que tu vas voir où est-ce que tu vas pouvoir t'inscrire aussi pour venir aux ateliers découvertes qu'il va y avoir au mois de février. Donc, directement sur le site web. Si tu as des questions vraiment qui sont très particulières, peut-être un peu plus spécifiques, là, il y en avait qui m'avaient posé. Donc, gênez-vous pas de vous adresser à Verlane Julien-Touin, qui est notre conseillère pédagogique, qui va vous aider à faire les bons choix. Et si vous avez d'autres questions qui sont vraiment spécifiques à l'inhalothérapie, bien, ça va me faire vraiment plaisir d'y répondre et de vous aider à faire les bons choix. À ce moment-là, vous m'écrivez et puis ça va me faire plaisir d'y répondre. Même par la suite, des fois, on peut se parler, des fois, c'est un peu plus simple. Et puis, on peut faire ça comme ça, là. Un Zoom ou une rencontre Teams, puis on peut se parler pour y répondre à vos questions. Donc, je ne sais pas si il y a d'autres collègues qui voudraient intervenir. Je vous laisse quelques secondes pour répondre s'il y en a qui ont quelque chose de plus à dire. Moi, je reste sur une bonne fin de soirée. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous serez des nôtres prochainement. Puis, on a très hâte de te rencontrer personnellement puis discuter avec toi en équipe. Alors, bonne fin de soirée. Ben, merci Sophie. Puis, vous voyez, tout le monde a vraiment l'intérêt de vous supporter et de vous former. Donc, une belle équipe enthousiaste qui est là pour vous accueillir. Donc, on a bien de vous revoir. Donc, et à la prochaine.